Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, une émission à énergie positive, animée par un homme à énergie positive également, Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour, c'est-à-dire que vous produisez plus d'énergie que vous en consommez, surtout aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Soyez le bienvenu en tout cas, Igloo, le Mac de l'habitat, on reçoit Thierry Bièvre. Bonjour à vous Thierry. deux. Vous aussi, Merci. à énergie positive. Je dis ça pour une raison particulière, évidemment, puisque vous êtes le PDG d'Elitis. Et Elitis a construit la tour à énergie positive de Strasbourg, la seule à énergie positive au monde. C'est un projet unique au monde qui a vu le jour il y a un peu moins de 10 ans à Strasbourg. On va parler de tout ça, de votre société, Elitis. Vous êtes aussi président du pôle Fibre Énergie Vie. Voilà, et Cédric a plein de questions à vous poser. Bah oui, ça permettait de lancer un cocorico parce que, vous l'avez dit, première tour à énergie positive au monde. C'est une vraie performance technologique. C'était important pour moi de recevoir Thierry Bièvre pour qu'il nous explique un peu la genèse de cette opération. Et sans plus tarder, à la base, vous n'êtes pas un promoteur immobilier. Hein, pourquoi s'être lancé dans cette aventure? C'était quoi l'enjeu pour l'entreprise? Alors, quand j'ai créé Elitis en 2003, c'est une société d'ingénierie, d'efficacité énergétique. Donc, on travaille sur l'économie d'énergie et l'impact environnemental du secteur de la construction. Je l'ai créé avec une forte vocation environnementale pour lutter contre le dérèglement climatique. Et les 150 ingénieurs qui constituaient cette équipe très rapidement sont restés un peu puisqu'on n'arrivait pas à convaincre les promoteurs qu'on pouvait faire des choses exceptionnelles dans le domaine, on va dire, de l'habitat, dans le domaine du résidentiel, dans le domaine du tertiaire, notamment en réduction de factures énergétiques. Donc vous avez dit, comme on n'arrive pas à convaincre, on va le faire nous-mêmes. Exactement. Et l'aventure est partie comme ça. Voilà, donc j'ai décidé de créer une société de promotion et donc de lancer un premier laboratoire, une première tour que j'ai réalisée à Dijon, qui est un immeuble tertiaire, mais c'est surtout, on va dire, la seconde qui est importante puisqu'elle va parler beaucoup plus à vos auditeurs. C'est une tour de logement qu'on appelle une tour zéro facture d'énergie et je pense qu'aujourd'hui, ça fait du sens. Alors on va en parler parce que finalement une tour énergie positive, zéro énergie, ça peut interloquer l'auditeur qui se dit mais comment c'est possible? Vous pouvez nous expliquer les caractéristiques de cette tour? Alors c'est une tour qui fait 50 mètres de haut, qui est composée d'une soixantaine de logements, il y en a 63 exactement. Et cette tour, elle produit plus d'énergie qu'elle ne consomme. Donc grâce à des énergies renouvelables, donc il n'y a aucune énergie fossile dans le fonctionnement de cette tour. Donc voilà, on n'est pas addict aux énergies fossiles. On produit de l'énergie grâce à du panneau photovoltaïque. Donc ces panneaux photovoltaïques sont dissimulés dans le bâtiment ou sur les éléments de façade de manière très harmonieuse par les architectes et les ingénieurs. Et donc c'est un bâtiment qui, je l'espère, on va dire, est très sympathique, on va dire, dans l'épanouissement urbain. Voilà, tout à fait. Oui, dans le quartier d'Annick. Donc voilà, c'est une réussite déjà pour ça, c'est-à-dire qu'on est capable, on va dire, de faire la démonstration qu'on peut faire de beaux bâtiments et qui produisent plus d'énergie qu'ils ne consomment. Techniquement parlant, ce qui est important de dire, c'est que cette production d'énergie, elle vient donc en réduction des dépenses des ménages qui y vivent, et donc ça leur permet d'avoir une balance équilibrée en matière de consommation énergétique. Et on mesure depuis maintenant bientôt 5 ans des performances très exceptionnelles, puisque notre promesse c'était donc de tenter de gommer la facture d'énergie des ménages. Et donc on a 6 ménages sur 10 dans cette tour qui ont une facture énergétique qui est proche de zéro ou inférieure à zéro. Ils sont contents. Ils sont contents, surtout en ce moment, parce que le coût de l'énergie s'envole. Donc, effectivement, quand on arrive à effacer son impact par ce biais-là, c'est quand même quelque chose d'assez performant. Est-ce qu'à part vous avez parlé des panneaux photovoltaïques, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui permettent justement de renforcer ces performances? De monitoring ou d'aide à l'utilisation, si je peux m'exprimer ainsi, du logement? Tout à fait. Alors, tout d'abord, c'est un projet, on va dire, qui est designé de manière bioclimatique. Donc voilà, on s'inspire un petit peu des éléments de la nature pour essayer de les copier, donc les meilleurs éléments pour pouvoir avoir un bâtiment, on va dire, qui soit d'une très grande sobriété, donc qui permette d'économiser l'énergie par lui-même. Et ensuite, donc on a développé un soft, donc un petit logiciel, une application. Hein, tout le monde sait ce que c'est qu'une application aujourd'hui, qui permet aux usagers, en fin de compte, de progresser dans ses comportements et donc d'observer, on va dire, sa facture d'énergie en temps réel. C'est-à-dire que je vois précisément combien je vais payer sur mon année en facture d'énergie. Donc si je change mon comportement,
je vois cette facture monter. Si je change mon comportement de manière positive, je la vois baisser. Et donc, c'est eux qui pilotent en maîtrisant la totalité de leur facture énergétique grâce à ce monitoring qui est fait essentiellement pour eux, avec des bénéfices essentiellement pour eux. C'est-à-dire que l'objectif de faire un bâtiment à énergie positive, c'est pas de faire un bâtiment qui donne moins de confort, c'est un bâtiment qui donne plus de confort, mais aussi qui responsabilise sans culpabiliser. C'est-à-dire qu'on familiarise chacun de nos usagers à maîtriser un petit peu, moi je dirais au quotidien, voilà ce qui se passe, on va dire, quand je laisse allumer mon four trop longtemps, quand je prends une douche un peu trop longue, quand j'oublie de lever les rideaux alors qu'il y a du soleil qui pourrait réchauffer gratuitement mon appartement, eh bien j'ai une sanction qui s'affiche sur mon smartphone ou sur une tablette. Et donc, ça me permet de pouvoir corriger. Et donc, c'est grâce, en fin de compte, à cette astucieuse application qu'on appelle, nous, Aladdin, c'est un petit génie, en quelque sorte, eh bien, qu'on obtient le concours et les encouragements, en fin de compte, de nos usagers donc, à réduire leur impact sur l'environnement, mais également d'avoir le bénéfice direct en réduisant leur facture d'énergie. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Donc c'est aussi une façon d'éduquer les gens à la bonne utilisation de son logement. En fait. Exactement. Cette tour, elle a été vendue à qui? Est-ce que directement à des particuliers ou est-ce que c'est plutôt à des investisseurs? Alors c'est une tour qui a été achetée en bloc par des investisseurs, donc un combo constitué, on va dire, de la Caisse des dépôts qui représentait l'État, le Crédit Agricole Alsace-Vosges, donc une banque locale, et Elitis, qui a acheté également, on va dire, cette tour, pour pouvoir garantir un suivi de l'usage correct. C'est-à-dire que ce qui nous intéressait dans cet immeuble, c'est pas de livrer un bâtiment, mais c'est de livrer une qualité de vie, une qualité d'usage, et de suivre cette qualité d'usage. Et donc pour ça, il fallait que ce soit un investisseur unique, qui constitue, on va dire, le propriétaire de cette tour. Pour centraliser les données et la gestion de la tour. Bien évidemment. Éventuellement mener des actions correctives? Bien évidemment, puisque dans tout dossier exploratoire, quand vous êtes en première mondiale, il y a des choses que vous découvrez au fur et à mesure que vous avancez, ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire, on souhaite innover d'un côté, puis de l'autre côté, on trouve une autre astuce pour progresser. Et il y a des choses qui fonctionnaient très bien dans cette tour, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. On les a corrigées depuis, comme dans tout bâtiment, on va dire, expérimental, qui va plus loin que ce qu'aujourd'hui, on va dire, l'écosystème est capable de produire. Et donc, on espère que ce démonstrateur va être copié à grande échelle, puisque si on peut offrir à la plupart de nos concitoyens une réduction drastique de leur facture d'énergie en cette période, je pense que ça fait du sens. Et si on veut associer écologie, économie, pas opposer fin du mois, fin de la planète, eh bien, je pense que c'est la bonne marche à suivre. Vous l'avez dit, si on peut être copié. Par contre, des tours, on ne peut pas en faire partout, tout simplement parce qu'il y a des plans locaux d'urbanisme, PLU, qui ne l'autorisent pas. Pourquoi finalement être parti sur une tour de 50 mètres plutôt que de prendre des bâtiments qu'on appelle en R+2, donc 2 niveaux plus rez-de-chaussée, ce qui se fait de manière plus commune? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que nous sommes d'abord des ingénieurs et donc on voulait prouver à la profession que il fallait faire sur un objet où c'est éminemment beaucoup plus difficile pour des principes physiques de réaliser un bâtiment zéro facture d'énergie ou à énergie positive. Donc une tour, ça dispose peu d'espace pour mettre des panneaux photovoltaïques, parce qu'il y a peu de toit. Il y a des principes physiques pour monter les personnes, monter les fluides qui sont coûteux en énergie. Et donc, si on arrive à démontrer qu'on est capable de le faire sur une tour, ça veut dire qu'on est capable de le faire sur la plupart, on va dire, de l'échelle bâtimentaire française, c'est-à-dire des bâtiments qui peuvent être des pavillons aux bâtiments R+6, R+8 qu'on voit aujourd'hui à Strasbourg. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est qu'on considère qu'il faut lutter contre l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est des bâtiments qui prennent beaucoup de place au sol, c'est beaucoup d'artificialisation. Et donc une tour, ce qui est intéressant pour les locataires aujourd'hui, c'est d'avoir des vues, d'avoir du confort. En fin de compte, les locataires de la tour Elitis Danube ont l'horizon pour jardin. Et ça, c'est un luxe, parce que vous n'avez pas besoin de l'entretenir, et vous avez la ville, l'horizon, les montagnes pour vous. Portée de vue. Voilà, et donc je pense que c'est très intéressant, on va dire, d'avoir cette relation dedans-dehors, on va dire, à la fois, on va dire, se sentir protégé dans un cocon, mais également de pouvoir, on va dire, partager la qualité de vie, on va dire, des espaces naturels ou urbains. On est quand même au pied de 2 villes UNESCO à Strasbourg. C'est magnifique de regarder cette ville. On est d'accord. Comme toute innovation, lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois, on rencontre des écueils. En 2 mots, quels sont les 2-3 écueils les plus compliqués que vous avez dû gérer par rapport à cette tour? Notre volonté d'être jusqu'au boutiste sur l'économie d'énergie nous a amené à faire des choix technologiques sur certaines choses qui n'ont pas toujours été, on va dire, de véritables succès. Donc on a corrigé, par exemple, récupérer l'eau chaude sanitaire sur
sur les siphons de douche. Donc c'est un système qui n'a pas donné, on va dire, satisfaction, et donc on l'a retiré. Donc sans que ça crée de dommages réels donc sur l'économie d'énergie, puisqu'on constate, on va dire, très peu de différence. Donc ça veut dire que il y avait une efficacité, une efficience en fin de compte du système qui n'était pas réelle et qui donnait plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc on a corrigé ceci depuis. On en verra d'autres, des tours Elitis poussés en France ou ailleurs? Alors aujourd'hui, on est engagé dans un partenariat avec des investisseurs internationaux, pays scandinaves, donc des gens qui sont très intéressés au développement durable, qui nous ont fait une commande quand même relativement intéressante, puisqu'elle est 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros pour reproduire à l'échelle 100 ce type de bâtiment en France et en Europe. Bah, voilà des gens intelligents, parce que en vous écoutant, je me souviens qu'il y a 7 ans, 8 ans, j'avais animé, vous étiez là, un débat au pied de cette tour qui n'existait pas encore. Et franchement, ça tombait sous le sens. On se disait, c'est génial, c'est l'avenir et tout. On est 7-8 ans plus tard, la tour elle est construite, elle fonctionne, les gens ont des factures proches de zéro, vous venez de le dire. Et pourtant, on n'en voit pas d'autres. Parce que c'est éminemment complexe à réaliser en réalité. Et c'est pour ça que d'une société d'ingénieurs, on a fait un promoteur, mais on est d'abord un prestataire de prestations intellectuelles, on est d'abord des ingénieurs, et donc on transforme en réalité notre savoir-faire directement en produit. Je suis d'accord, mais pourquoi ça ne va pas plus vite? Parce que d'accord, c'est compliqué, mais rien n'est impossible. On peut aller beaucoup plus vite si on s'y met vraiment. On est S'il y a quand une même, volonté politique peut-être. On est quand même un pays qui aime bien mettre donc des barrières à l'innovation pour des principes de précaution principalement. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils ne sont pas futiles par rapport aux événements qu'on vit. Donc à la fois la crise climatique, la crise énergétique, cette guerre russo-ukrainienne qui crée aussi d'autres dommages. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, il serait bien que les pouvoirs publics considèrent que la France est un pays avec une forte capacité de matière grise, une forte capacité de se réindustrialiser sur des sujets, on va dire, qui font sens. Et on espère que on sera entendu au travers de cette émission. Je vous remercie de nous donner la parole pour ça. On l'espère bien, Cédric, vous le disiez, Cédric, ça tombe sous le sens. Enfin, aujourd'hui, et vous le rappeliez, la guerre en Ukraine, la crise climatique, enfin, cette tour, c'est le symbole de ce qu'il faut faire, j'ai l'impression. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si on veut que le plus grand nombre nourrisse l'ambition, c'est-à-dire de protéger les générations futures, protéger notre environnement, la planète, la biodiversité, c'est de leur donner les moyens de le faire. Et donc, c'est de leur dire que c'est possible, sans coût supplémentaire, puisque ces bâtiments sont construits sans surcoût, donc ils ne coûtent pas plus cher. Donc, ça veut dire que c'est déjà possible. On n'est pas sur de l'expérimental coûteux. Et les bénéfices directs sont donnés aux usagers et non pas aux promoteurs. C'est vrai, qu'est-ce que vous pouvez enlever votre casquette d'animateur radio et remettre celle de bâtisseur dans votre société? Ce genre d'innovation, ce genre de bâtiment, ça serait possible? Oui, bien sûr. Oui, ce serait possible. Après, on se heurte à une volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a des discours qui sont très push par rapport à l'innovation. Et concrètement, quand le bureau est fermé et qu'on a ou les services ou les élus, c'est pas forcément le même discours qui est tenu, voilà, malheureusement. Bon, c'est pas très encourageant ce que vous venez de raconter, mais bon, on va garder de l'espoir. On va rester positif. Je pense que c'est vous, les médias, on va dire, qui pouvez nous permettre, en fin de compte, de faire savoir, on va dire, ce savoir-faire, cette connaissance particulière. Comme Cédric l'a dit tout à l'heure, c'est une première mondiale. Donc, Cocorico, à nouveau, on est devant, en fin de compte, des pays donc à forte capacité industrielle, à forte capacité de réflexion intellectuelle, de créativité. Je pense que les Français sont très créatifs. Donc demandons à nos pouvoirs publics de le devenir également. Et l'année prochaine, vous participez à la COP28, ça serait pas mal, ça, comme histoire. C'est à Dubaï, donc je sais pas. Ah, c'est à Dubaï en plus. Non, mais vraiment, on fait n'importe quoi. Très bien. Merci en tout cas. Bonjour à tout le monde du côté d'Elitis, donc votre société. Et puis, ils seront très heureux, ceux qui habitent la tour Elitis. Donc, écoutez, on a la chance d'avoir pas mal de journalistes qui viennent à la rencontre de nos locataires et on observe des témoignages très sympathiques et très alignés. Le turnover n'est pas important. On n'a pas envie de déménager quand on y habite. Quand il existe, il est lié en fin de compte simplement des gens qui quittent la ville ou qui changent, on va dire, d'échelle, on va dire, de résidence, mais pas du tout, on va dire, à la qualité de vie. Et je pense que en faire une deuxième à Strasbourg, ça serait pas une mauvaise idée. Ça serait très très bien. Et on pourrait même faire une deuxième émission, en tout cas avant, sur le sujet. On pourrait poursuivre celle-là, mais on est obligé de s'arrêter malheureusement. C'était Igloo, le Mac de l'habitat avec Cédric Sibonin.
On retrouve l'émission sur topmusic.fr, les plateformes de podcast, le Facebook Igloo on Air et la chaîne YouTube. À très vite sur topmusic.fr. Merci.